centre de l'Ukraine et l'Oreshnik tiré était alors équipé de charges conventionnelles. Thomas Misraki, on sait que les Russes aiment le supplice. Et là, on peut dire que Poutine le pratique, puisque ce qui est pire, c'est que les Américains ont été prévenus, comme les Russes doivent le faire, avec l'utilisation de tels missiles, mais que pour le moment, aucune indication, ni de quand, ni de l'heure, ni des lieux de frappe possibles. Non, c'est vrai, ils sont dans l'obligation de prévenir les Russes avant d'utiliser un tel missile pour une simple et bonne raison, c'est que ce missile, il peut transporter des charges nucléaires. Donc ce n'était pas le cas le 21 novembre dernier à Dnipro. Pour la petite histoire, Dnipro, c'est la ville de l'URSS, donc on remonte avant 91, où étaient développés les missiles et les fusées par l'Union soviétique. Donc la cible, évidemment, est aussi symbolique. Le missile du 21 novembre dernier n'était pas chargé. Il était vide, ce missile, et c'est simplement l'impact du missile et de ces différentes ogives qui a fait les dégâts que l'on connaît sur Dnipro. Ils ont averti les Russes, ils vont s'en servir, donc là c'est une question d'heures, peut-être de jours avant que ce missile ne frappe l'Ukraine. Évidemment, la question de l'endroit de la frappe est capitale. Il y a eu Dnipro le 21 novembre dernier. Souvenez-vous ce qu'a dit Poutine au moment de cette frappe-là. Il a dit la prochaine fois, ou en tout cas on pourrait se servir de ce missile pour aller frapper les bâtiments officiels à Kiev. Ce serait peut-être la capitale, le cœur du régime, exactement, qui serait frappée cette fois-ci. Maintenant, évidemment, vous le savez, rien n'est jamais sûr avec Vladimir Poutine. Généralement, il dit ce qu'il fait. La dernière fois, il a dit et il l'a fait. Il l'a dit et il l'a fait, et là donc il y a de fortes chances, si j'ose dire, de fortes chances ou de forts risques qu'il fasse la même chose, Vladimir Poutine, avec ce missile. Une petite précision quand même, ce missile, il est utilisé par les Russes pour aller frapper l'Ukraine. C'est absurde. C'est un missile qui peut aller jusqu'à 5500 km, 5800 km si l'on prend sa version précédente qui date de 2011, le RS-26. Donc les Russes n'ont pas besoin d'utiliser ce missile pour aller frapper l'Ukraine. C'est un message pour l'Ukraine, c'est aussi un message pour les Européens. Parce qu'il peut porter des charges nucléaires. Et le pire du pire, on va y revenir. On écoutera parce qu'on a retrouvé effectivement cette séquence où le président russe menace directement les instances politiques et donc, on l'a compris, la capitale, Kiev. Mais voilà, ce missile peut porter des têtes nucléaires. Et il le dit, mais si on en prend 1, 2 ou 3... ça fera le même effet. Il n'y a même plus besoin de revenir à la doctrine nucléaire. Oui, c'est la volonté de Poutine d'installer ce climat de terreur. Alors effectivement, à destination des Ukrainiens, mais les Ukrainiens vivent dans la terreur depuis le 24 février 2022, mais c'est surtout à destination des Occidentaux et plus particulièrement des Européens. Créer de l'effroi, de la stupéfaction chez les Européens pour paralyser notre soutien militaire à l'Ukraine. Après, il faut revenir sur les propos de Poutine. Il dit qu'il faut l'améliorer, l'Oreshnik. Pourquoi il faut l'améliorer? Parce que quand on regarde cette frappe sur Dnipro, effectivement, le missile n'était pas chargé et les dégâts provoqués sont quand même très faibles. Parce qu'il n'était pas chargé. Alors, il aurait pu être aussi chargé avec des substances classiques, c'est-à-dire des explosifs conventionnels. Et en plus, sa précision était questionnable. Il voulait frapper une usine. En réalité, il a détruit une dizaine de garages. Et l'usine qui voulait frapper n'a même pas été impactée. Et on parlait d'une usine d'armement. En réalité, c'est une usine qui produit des moteurs de fusée. Le problème, c'est le symbole. C'est le symbole, c'est un message politique aujourd'hui. Mais cette volonté par Poutine de se détacher maintenant, de dire « je n'utiliserai peut-être pas l'arme nucléaire parce que j'en ai pas besoin », il y a une raison. C'est parce que son principal allié, la Chine, lui interdit doctement d'utiliser l'arme nucléaire. Donc il se retourne sur cette arme de ce missile hypersonique. Solution supplémentaire pour Vladimir Poutine. Service après-vente ce matin du Kremlin par Dmitri Peskov qui confirme et qui signe. Je voudrais rappeler la déclaration absolument claire et directe du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Il est clairement indiqué qu'une réponse va suivre. La réponse suivra quand cela sera jugé approprié. Mais elle suivra, certainement. On pourrait rajouter même sûrement comme la dernière fois. Elisabeth, alors c'est intéressant parce qu'on va reparler bien évidemment de ce missile, des menaces, mais peut-être on peut revenir quelques instants sur ce qu'a déclaré Vladimir Poutine. Il nous a habitués à nous parler de nucléaire.
Et ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, il dit « En fait, j'en ai pas besoin du nucléaire, j'ai trouvé une nouvelle arme ». Je pense qu'il y a deux choses. Vous parlez de la Chine, bien évidemment, et les Chinois ont été très clairs sur le nucléaire. Et les Russes ont besoin aujourd'hui des Chinois plus particulièrement. Mais il y a aussi, on parle beaucoup des messages aux Européens, mais il y a aussi des messages à Donald Trump. On est à un mois et une semaine de l'arrivée de Trump au pouvoir. On peut imaginer aussi que c'est un message à Donald Trump, à la fois pour montrer sa puissance et en même temps pour rassurer que cette question nucléaire qui inquiète beaucoup les Américains depuis l'invasion russe, qui a été un frein pour l'administration Biden, faut le dire. Qui a été un frein pour l'administration Biden, n'est peut-être plus sur la table parce que pour le coup, Donald Trump, je pense, aurait une réaction beaucoup plus forte que Biden sur cette question-là. Il n'aime pas trop les menaces et on sait qu'il est un peu imprévisible sur ce genre de choses. Thomas, vous analysez ça comment? C'est un retour en arrière ou c'est une façon d'être beaucoup plus pragmatique sur ce côté avec ce missile hypersonique qui a été testé, démontré, je le rappelle quand même, on va peut-être d'ailleurs revoir les images le 21 novembre, les charges étaient creuses, il n'y avait rien à l'intérieur. La particularité de cet engin, c'est qu'il peut porter des charges nucléaires, conventionnelles. C'était une surprise le 21 novembre parce que on ne savait pas que la Russie possédait un tel missile. Il y avait une sorte de prototype qui existait, enfin plus qu'un prototype, c'est le RS-26, mais on ne savait pas qu'ils avaient ce missile-là. Donc c'est aussi pour ça que ça a été une surprise. Sur ce que dit de Vladimir Poutine, Donald Trump, pardonnez-moi pour le lapsus, deux choses. Effectivement, c'est peut-être un geste de bonne volonté envers le président américain qui sera investi le 20 janvier prochain, mais il dit deux choses, Vladimir Poutine, qui sont intéressantes. La première, vous l'avez entendu, c'est que la doctrine nucléaire n'a pas besoin d'être modifiée. Elle a déjà été modifiée, cette doctrine nucléaire russe, et elle permet aujourd'hui à la Russie d'aller frapper, selon son propre droit, l'Ukraine ou tout autre pays avec la situation de la guerre actuellement. Nous-mêmes, d'ailleurs, les Européens, tous ceux qui livrent, qui soutiennent l'Ukraine et qui livrent du matériel militaire frappant la Russie, c'est ça. Exactement, il ne se dédie pas le président russe, ça c'est la première chose qu'il faut noter. Il a tout à fait le droit, selon lui, encore une fois, d'aller frapper soit l'Ukraine, soit l'Europe avec une charge nucléaire, ça c'est la première chose. La seconde, effectivement, c'est qu'il dit, avec notre armement actuel, on n'a peut-être plus besoin d'utiliser le nucléaire parce que les dégâts que pourrait infliger ce type de missile, 6 ogives, qui peuvent aller frapper à des dizaines, peut-être des centaines de kilomètres simultanément sur le sol ukrainien ou sur le sol européen, eh bien, c'est suffisant pour faire peur à nos ennemis. Mais en aucun cas, il revient sur cette doctrine nucléaire. Alors, il essaie peut-être de dire à ses soutiens, notamment chinois, comme vous l'avez dit tout à l'heure. L'Inde aussi, on l'oublie, mais... On n'a pas besoin d'aller utiliser notre nucléaire pour faire peur et pour contenir d'éventuelles ambitions européennes, occidentales, américaines de soutien supplémentaire à l'Ukraine. On a ce missile-là, ça suffira, mais il ne renonce à rien. À aucun moment, il dit qu'il renonce à quoi que ce soit. Avec cette épée de Damoclès sur les Ukrainiens, encore une fois, parce que vous le disiez, à chaque fois qu'il a dit quelque chose, il l'a fait, ce missile. Il l'a tiré le 1er, le 21 novembre, et il va le recommencer, puisque la condition sine qua non était que les Ukrainiens n'utilisent pas les ATACMS, notamment ces missiles américains, et ils l'ont fait hier sur une base en plein cœur de la Russie, une base aérienne. Donc il n'y a pas de raison que ceux ou ces fameux missiles ne décollent pas pour frapper l'Ukraine. Bien sûr, on sait que Vladimir Poutine en est capable. Et là, c'est sa volonté d'aller intimider les Ukrainiens, comme on le disait. Mais après, on peut interroger aussi cette volonté, parce que depuis le 24 février 2022, on ne voit pas franchement les Ukrainiens très susceptibles, ou en tout cas très ouverts à la propagande de Poutine et être intimidés par ce genre de menaces. Quand Vladimir Poutine dit qu'il est capable de frapper Kiev avec ce missile Oreshnik, pour frapper notamment des administrations, quelles conséquences militaires ça va avoir sur le front concrètement? Je crois que ce n'est pas son problème. Oui, c'est une volonté d'intimidation, mais une volonté d'intimider les... Il y a le peuple ukrainien aussi. Il y a le peuple ukrainien, mais le peuple ukrainien se montre très résilient depuis le 24 février 2022. Je ne crois pas que l'intimidation soit directement adressée aux Ukrainiens, mais plutôt aux Européens, parce que ce qui est intéressant dans la foulée des déclarations de Poutine, c'est que Viktor Orban, qui l'a eu au téléphone, tweet qu'on est dans les semaines les plus dangereuses de cette guerre. C'est ça, elle est directement dirigée vers les Européens, cette déclaration.
pas tellement vers les Ukrainiens qui ne sont pas perméables à ces intimidations. Au moment où, je vous le rappelle, la Pologne prend la gouvernance de l'Europe, vous avez vu ces images en direct, Emmanuel Macron et Donald Tusk sont ensemble à Varsovie et ils parleront de paix peut-être, mais également de ces menaces russes. Alors vous allez voir quand même, grâce à nos envoyés spéciales en Ukraine, Solène Rioux et Pauline Lormont, elles sont justement à Dnipro. Là où, le 21 novembre dernier, eh bien, ce fameux missile Oreshnik a été utilisé par les Russes. Bonjour à toutes les deux. Solène, on peut dire quand même que les Ukrainiens aujourd'hui s'attendent au pire et que cette fois, Moscou ne se contente pas de tirer un seul missile sur le pays, mais peut-être la fameuse salve dont nous parlait tout à l'heure Vladimir Poutine. C'est absolument le but, en effet, et ça marche, oui, cette menace est évidemment prise au sérieux par les Ukrainiens, parce que vous l'avez rappelé, ce missile Oreshnik a d'ores et déjà été utilisé une fois, le 21 novembre dernier, c'était ici même, à Dnipro, où l'on se trouve avec Pauline Lormont, et rien n'indique que Vladimir Poutine ne voudrait pas l'utiliser une nouvelle fois. Et en effet, il y a 2 jours, le président russe a martelé qu'il voulait améliorer l'utilisation de ce missile Oreshnik. On vient de l'entendre, qu'un nombre suffisant de ces systèmes d'armes modernes rendait même, selon lui, inutile l'utilisation de l'arme nucléaire. On se rappelle aussi d'il y a une dizaine de jours quand le président russe a averti qu'il pourrait bien utiliser ce missile balistique de portée intermédiaire sur des centres militaro-industriels, des centres militaires ou même des centres de décision, y compris à Kiev. Donc évidemment que lorsqu'on interroge les Ukrainiens sur cette rhétorique escalatoire, ils nous disent qu'ils sont inquiets, qu'ils craignent que le niveau de violence augmente dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Mais ce qui est intéressant et aussi un peu paradoxal, c'est qu'on nous répond parfois aussi: mais que voulez-vous finalement que les Russes nous fassent de plus? On sent bien que la plupart des Ukrainiens avec qui on discute ont le sentiment d'avoir déjà atteint un niveau maximal de menaces et de violence. Donc bien évidemment que ça les inquiète, cette potentielle nouvelle utilisation du missile Oreshnik, mais pas tellement plus qu'un autre missile de croisière, qu'un autre missile balistique ou bien encore que d'autres attaques massives de drones comme on a pu en voir à plusieurs reprises sur les derniers jours et les dernières semaines. Merci beaucoup Solène, merci à l'ensemble de nos équipes, merci à Pauline également qui vous accompagne. Thomas Misraki, dans quelques jours d'ailleurs vous allez partir vous aussi demain en Ukraine, on vous retrouvera sur le terrain. Il y a ça aussi, on va réécouter dans quelques instants Vladimir Poutine le 28 novembre dernier quand il menaçait directement le pouvoir ukrainien. Le problème avec ces missiles, avec cette volonté, c'est qu'il y a un côté très aléatoire. On est dans un contexte, on en reparlera dans quelques instants, mais de discussion, de négociation, de conquête de terrain de la part du Kremlin aujourd'hui, avec des troupes qui gagnent notamment dans l'est du pays. Donc Poutine aujourd'hui, peu importe les cibles, visiblement, l'idée c'est de faire peur. Peur à l'Ukraine, faire plier Zelensky, et faire peur également au soutien de l'Ukraine, aux alliés de l'Ukraine. Vous savez, Christophe, Vladimir Poutine aujourd'hui, il est à la fois dans une position de force et dans une position de faiblesse. Position de force en Ukraine, où sur le front Est, ses troupes avancent et avancent de manière incroyable ces derniers jours, ces dernières semaines. Les progressions des troupes russes, je regardais les cartes encore ce matin, sont vraiment impressionnantes. Vraiment impressionnantes. Pas parce qu'ils massacrent les Ukrainiens, mais parce que les Ukrainiens ont choisi une stratégie militaire de repli. Pour préserver leurs troupes, il manque actuellement d'hommes sur le front. Ça, c'est la position de force. Dans cette position de force, on peut inscrire ce dont on vient de parler, c'est-à-dire ce missile qui a été utilisé le 21 novembre dernier et qui va probablement, malheureusement, encore être utilisé par le président russe. Sa position de faiblesse à Vladimir Poutine, et ça il le sait, il n'est pas idiot, elle est double. D'abord, ce qui se passe en Syrie. Les Russes n'ont rien pu faire. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu. Ils n'ont rien pu faire pour aider Bachar al-Assad. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont extrêmement faibles. Les Russes avaient la capacité, jusqu'à il y a encore quelques mois, d'aller contenir les attaques des rebelles islamiques en Syrie. Notamment avec leur aviation. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et ça n'a échappé, tenez-vous bien, à personne. Le deuxième problème de Vladimir Poutine, même si ça reste l'homme fort de ce côté-ci de la planète, c'est l'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain. Vous savez que tout le monde estime que Donald Trump, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Et si Donald Trump n'était pas une si mauvaise nouvelle que ça pour l'Ukraine, et si Donald Trump était une mauvaise nouvelle pour la Russie? Parce que Trump l'a dit à Paris, via les réseaux sociaux, lorsqu'il était ici même, il a mis en garde la Russie, et il a souligné la faiblesse
des Russes. Il a parlé de 600 000 morts. Et alors, dans le tweet, c'était 600 000 morts initialement. 600 000 morts soldats russes sur le front. Il n'y en a pas 600 000. Ça, c'est un chiffre qui a été repris de l'Institut pour l'étude de la guerre. Mais il a aussi dit aux Russes, vous voyez ce que vous avez fait en Russie ? Rien. En Syrie, rien. Vous n'avez pas eu les capacités de contrecarrer ce qui se passait là-bas. On parle quand même en face, d'islamistes qui sont sur des pick-up avec du 7,62. C'est pas des gens qui sont armés avec des tonnes et des tonnes de chars. Les seuls chars qu'ils avaient. Et on a vu les blindés d'ailleurs. Voilà, c'est des T-72 russes qui ou alors les de Mathusalem russes fuir devant l'arrivée des djihadistes. Donc ça vous donne une idée des forces russes, et c'est pour ça qu'il est inquiet aussi, Poutine. C'est pour ça qu'il sait qu'il a que quelques semaines pour asseoir à nouveau la stature qu'il veut se donner, mais il n'est pas dit que les Russes soient dans une situation beaucoup plus précaire qu'ils ne le disent. On le voit d'ailleurs avec l'acheminement de munitions de Corée du Nord, les soldats nord-coréens aussi qui sont venus prêter main forte dans la région de Koursk, même si pour l'instant il ne s'agirait que de quelques milliers de soldats. Mais voilà, tout ça c'est une réalité géopolitique et géostratégique que les Russes sont en train de prendre en compte. Pas forcément une bonne nouvelle pour l'arrivée de Donald Trump, et on le voit, ils sont affaiblis militairement. Alors pour les Russes bien évidemment, et aussi pour les alliés de Moscou. On rappelle d'ailleurs le deal sous votre contrôle, Elisabeth, de Donald Trump, c'était où les Russes se mettent à la table des négociations, ou sinon on livrera les armes dont l'Ukraine a besoin pour remporter la bataille. Alors je voudrais qu'on réécoute le 28 novembre dernier cette intervention de Vladimir Poutine, où il annonçait, vous allez l'entendre clairement, pouvoir ou vouloir, on ne sait pas, s'en prendre aux forces politiques et notamment administratives directement dans la capitale ukrainienne Kiev, ce qui n'a jamais été fait depuis 3 ans de guerre. Écoutons-le. Nous n'excluons pas l'utilisation du missile Oreshnik sur des militaires, sur des installations militaires, sur des installations de l'industrie militaire ou sur des centres de décision, y compris à Kiev. Elisabeth, c'est clair, c'était la première fois. Je me souviens parce que quand on a eu ce sonore, on l'a réécouté plusieurs fois pour comprendre ce qu'il voulait dire. C'est vrai que ce serait quelque chose de frappant, on va dire ça comme ça, de marquant depuis cette guerre, parce que on a toujours eu le sentiment, côté ukrainien, mais surtout côté russe, qu'il y avait une sorte de modus operandi de ne pas frapper le président ukrainien, l'administration, le parlement ukrainien. Visiblement, là, il y a un pas qui a été franchi. Là, il y a un pas qui a été franchi. Ceci étant dit, il frappe beaucoup de civils, donc c'est pour une fois plus des cibles politiques. De pouvoir. Frapper Zelensky, alors que depuis les tentatives d'assassinat, on n'a pas beaucoup entendu parler de efforts d'éliminer Zelensky. Tout ça, encore une fois, ce compte à rebours du 20 janvier, je pense, vraiment influe sur les déclarations qu'on entend de Moscou. Cette escalade aussi en rhétorique. Escalade ou fuite ? Est-ce qu'on peut être les deux ? Escalade. Je ne sais pas. Non, mais est-ce que, oui, l'un ne va pas avec l'autre ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas ou très peu de limites. Le temps est tellement compté pour le Kremlin, avant peut-être, comme le disait Thomas, la mauvaise nouvelle Donald Trump, que Poutine fait tout. Ouais, il lance ses hommes dans la bataille dans l'est du pays, en Ukraine, et puis là, il nous parle de missiles. Alors, il risque de le faire, bien évidemment, et en même temps menace sur les populations ou sur le pouvoir ukrainien directement. Non, pour moi, cette escalade est presque nécessaire. Thomas disait, il est à la fois dans une position de force en Ukraine, mais il y a une position de faiblesse quand même au niveau international, et je pense que par rapport... les Américains regardent de très près ce qui se passe en Syrie. Ces images des Russes qui se retirent face à des djihadistes en pick-up frappent beaucoup aux États-Unis, et on le voit dans les discours de Trump, qui, je rappelle, tout le monde pensait que Trump allait être une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Je ne suis pas aussi convaincu que ça. On lit le plan de Kellogg, qui est le plan publié par son envoyé spécial en Ukraine, qui n'est pas forcément au détriment de l'Ukraine. Donc je pense qu'il est poussé un peu dans une coin, et il réagit un peu de la sorte, avec une rhétorique qui augmente en puissance, qui devient très symbolique contre les instances de pouvoir, les instances politiques. Ça ne m'étonne pas. Je pense que
qu'on a pour quelques semaines, effectivement, une augmentation du niveau de rhétorique et peut-être aussi dans la réalité un Oreshnik ou plusieurs qui frappent des cibles. On est clairement, Arthur, dans la négociation, même si ce qui est terrible, c'est que c'est peut-être une nouvelle fois avec le tir de ce ou de ces missiles, le peuple ukrainien qui va souffrir et qui est inquiet. C'est ce que nous disait tout à l'heure Solène Rioux, résigné mais inquiet. J'ai bien aimé que ce qu'on peut faire d'autre que malheureusement d'attendre. Donc il y a un compte à rebours qui a été lancé. Oui, il y a les perspectives de négociation qui arrivent et qui sont prises en compte des deux côtés. Du côté ukrainien, qui est le principal objectif est de tenir ce front, de perdre le moins de territoire possible dans le Donbass. Et du côté de la Russie, on a bien compris, grignoter le plus possible de territoire dans le Donbass pour, pourquoi pas, arriver aux négociations en position de force en ayant conquis les 4 oblasts qui considèrent comme russes dans leur constitution. Et effectivement, ces négociations qui arrivent forcent le Kremlin aujourd'hui à construire ce narratif puissant pour arriver en position de force aux négociations vis-à-vis de Donald Trump. Mais aujourd'hui, cette position de force, je ne suis pas sûr que les Occidentaux et les Européens soient très perméables à ces intimidations. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit Emmanuel Macron qui se rend en Pologne pour rencontrer le Premier ministre Donald Tusk, pour envoyer, pourquoi pas, des forces d'interposition européennes sur la ligne de front, sur cette ligne défensive, ça veut dire que des dirigeants européens ne sont pas du tout perméables à ces tentatives d'intimidation. Alors, vous faites bien de le dire et merci pour la transition parce qu'on va revenir sur ce coup de colère. Hier, à juste titre, on pourrait le dire d'ailleurs, signé Volodymyr Zelensky. Il fustige le comportement pourtant d'un Européen. Je le mets bien entre guillemets, Viktor Orban, Premier ministre hongrois. Regardez, il affirme que le président ukrainien a refusé, je cite, un cessez-le-feu qui était pourtant prévu pour Noël et surtout un échange de prisonniers. Autre citation, vous allez le voir, cette initiative, bien évidemment, on peut s'en douter, a été saluée par le Kremlin qui regrette presque d'ailleurs qu'elle n'ait pas été suivie des faits. Inutile peut-être de vous le rappeler, mais on va le faire quand même. Orban est l'un des fidèles soutiens en Europe de Vladimir Poutine, c'est un peu l'épine dans le pied sur le dossier ukrainien. Alors écoutons la déclaration courroucée, c'est le moins que l'on puisse dire, de Volodymyr Zelensky. La coordination et le travail en commun permettent toujours d'obtenir des résultats. C'est ce dont l'Europe a besoin aujourd'hui et non les efforts individuels de quelqu'un, contrairement à tous les autres pays du continent. Thomas Misraki, est-ce que vous pouvez éclairer nos téléspectateurs sur le jeu d'Orban, le jeu de Poutine, parce que c'est un peu un couple. Et j'ai envie de dire que pour le président russe, c'est le cheval de Troie dans l'Europe. Oui, on comprend la colère de Volodymyr Zelensky, évidemment. Après, ceci étant dit, il était lui-même à Paris il y a quelques jours, vous vous en souvenez peut-être, et les bilatérales, les trilatérales, ça marche parfois aussi. C'est bien de se parler en tête à tête pour faire avancer les choses. Cette parenthèse, je la mets de côté. Orban, il faut d'abord noter qu'il est en difficulté politique dans son propre pays, en grande difficulté politique. Il n'a jamais été aussi impopulaire. Qu'est-ce que fait Orban ? Quand il est impopulaire, il pointe les étrangers du doigt et il se rapproche de Poutine. Voilà, et c'est ce qu'il est en train de faire. Vous disiez que c'est le plus grand allié de Poutine en Europe. C'est plus que ça, c'est son porte-voix, Orban, à Poutine. Le problème, c'est que... C'est le Dmitri Peskov européen. C'est exactement ça. Porte-parole. Le problème, c'est qu'il laisse entendre qu'il parle au nom de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui est intéressant d'ailleurs aujourd'hui, c'est cette rencontre entre Emmanuel Macron et la Pologne, parce que ce sont les deux axes forts aujourd'hui de l'Europe dans cette guerre contre l'Ukraine. Et c'est donc en quelque sorte une réponse aux propos d'Orban et à son comportement de ces derniers jours. L'Europe, elle est toujours derrière l'Ukraine, il n'y a aucun doute là-dessus, malgré ce que fait Viktor Orban en ce moment. Oui, pour ajouter, sur cet appel entre Viktor Orban et Vladimir Poutine, c'est le ministre des Affaires étrangères hongrois, Szijjártó, qui est venu s'en expliquer devant la presse. Et en fait, quand il débriefe
cet appel, on s'aperçoit que l'Ukraine a été un micro-sujet dans cette discussion. Qu'en fait, la grande partie de la discussion entre Vladimir Poutine et Viktor Orban tournait surtout autour du doublement des achats hongrois sur le gaz et le pétrole russe, ainsi que sur la construction d'une centrale nucléaire en Hongrie par l'entreprise russe Rosatom. C'est cet intérêt économique-là qui intéresse Orban avec la Russie. C'est un acteur transactionnel. Il fait du business avec la Russie, quitte à reprendre effectivement le narratif du Kremlin. Mais vous le disiez à juste titre, Viktor Orban est en grande difficulté politique dans son pays face à un leader qui monte, Peter Magyar, qui lui joue sur les difficultés économiques de la Hongrie, sur une inflation galopante, sur des services publics de plus en plus dégradés. Et sur le besoin de l'Europe. Et sur ce besoin. Ce n'est pas le cas d'Orban qui essaye de donner des leçons. On se souvient de ce séminaire qu'il avait fait où il avait convoqué les chefs de gouvernement et d'État dans un stade. Exactement. Mais on voit qu'Orban est complètement isolé. Il pense parler au nom de l'Europe, mais lorsqu'il parle au nom de l'Europe, tous les dirigeants européens le dédisent ou disent qu'ils n'ont pas été concertés. Là, c'est pareil. Il dit qu'il a appelé Vladimir Poutine après s'être entretenu avec les Ukrainiens. Les Ukrainiens disent non, on n'a jamais parlé à Viktor Orban. Alors, vous allez voir quand même que Viktor Orban, dans quelques instants, n'est pas allé à confesse, mais bon, il n'insulte pas l'avenir, je vous laisse la surprise. En ce qui concerne la rencontre aujourd'hui entre Emmanuel Macron, en ce moment même d'ailleurs, et le Premier ministre polonais, Donald Tusk, qui il y a 2 jours parlait lui aussi d'une idée de paix, il avait même avancé une date, on va l'écouter puis on en parle juste après. Notre présidence sera co-responsable, entre autres, de ce que sera le paysage politique, de ce que sera la situation pendant les potentielles négociations de paix, lesquelles, il y a encore des points d'interrogation, commenceront peut-être en hiver cette année. Alors, présidence, bien évidemment, vous l'avez compris, tenue par la Pologne, peut-être en hiver cette année. Mais vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Qui aurait pu imaginer sur ce plateau il y a 6 mois que des responsables comme Tusk, comme Zelensky, Trump c'est autre chose, mais comme Macron, évoquent la possibilité de négociation de paix. Je parle de la possibilité, même pas de négociation. Les choses sont en train de changer et elles changent parce que l'échiquier politique mondial est en train d'exploser. Trump aux États-Unis, la Syrie ou le régime de Bachar al-Assad qui s'effondre. L'Iran en perdition, faut pas l'oublier. L'Iran qui perd du terrain, les bisbilles entre la Corée du Nord et la Chine. Il se passe énormément de choses et tout cela rebat les cartes. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où tout est possible. Ça ne veut pas dire que si négociation il y a, elle soit à l'avantage de l'Ukraine. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens s'en sortiront comme ils le souhaitent aujourd'hui. Je vous rappelle qu'officiellement, la ligne n'a pas changé, les frontières de 1991 ou rien. Mais ça veut dire, en tout cas, qu'on est sur un ring avec 2 boxeurs qui sont au 12e round, qui n'ont plus rien dans les bras et qui ont besoin de se reposer. Alors, les clichés dont je vous parlais, le Orban qui n'insulte pas l'avenir, c'est presque que pour vous, mais tout le monde pourra bien évidemment le partager sur ce plateau. Regardez, nous sommes à Mar-a-Lago, c'est lundi. Qui il y a à Mar-a-Lago? Donald Trump, bien évidemment Elon Musk, voilà les photos, et Viktor Orban. Donc voilà, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Là, Orban avec le vice-président. Ou le président bis, je ne sais pas comment l'appeler, Elon Musk. Alors, c'est pas la première fois en plus que Orban côtoie et fait cours à Donald Allégeance. Trump. Allégeance, oui, presque. Non, il était allé à la Trump Tower également, à 2 reprises. À 2 reprises. Donc, on sait s'il a une amitié pour Poutine, il en a aussi pour Donald Trump, et je pense qu'il essaie tout ce qu'il n'a pas des Européens qui ont tendance à dire ils ne nous représentent pas et ils ne nous parlent pas en notre nom. Il essaie d'utiliser son amitié des 2 côtés, c'est-à-dire côté de Poutine et côté de Trump, pour avancer ses propres intérêts, pour des raisons de politique interne, économique notamment. Mais très clairement, c'est pas étonnant de le voir, et bien sûr avec Elon Musk qui pourrait, j'imagine, être intéressant au point de vue d'investissement ou autre pour Orban, qui est, comme Trump, dans une logique très transactionnelle. Mais c'est assez extraordinaire quand même, parce qu'au moment où il serait le porte-parole
porte-parole, le passe-plat de Vladimir Poutine, c'était lundi. Hein. Et voilà, ces photos sont quand même publiées sur son compte. Donc Orban joue un jeu étrange, dangereux, ou peut-être pas d'ailleurs. Deux petites choses à savoir. D'abord, concernant Elon Musk, 400 milliards de dollars, c'est désormais le montant de sa fortune. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Lui, il a gagné énormément depuis la victoire de son poulain. Aussi riche. Donc ça, c'est quelque chose qui compte, notamment au niveau des chefs d'État. La deuxième chose, c'est que Donald Trump est très sensible à la fidélité. Il l'a dit, il l'a répété, c'est un secret. On le voit dans son gouvernement. Hein. Et Orban a toujours été l'un des Européens, ou l'Européen le plus proche de Trump. Donc, Trump a parlé d'amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il a quand même l'oreille de Trump, Orban, et il peut, faire passer des messages de Vladimir Poutine directement, et deux, avoir une influence sur les décisions que Donald Trump pourrait prendre concernant ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour Volodymyr Zelensky. Pas un très bon signe pour Varsovie. Très vite. Non, c'est juste que Viktor Orban, effectivement, lui, il aime cette position de celui qui parle à tout le monde. Il est l'interlocuteur privilégié de Donald Trump, il est l'interlocuteur privilégié de Vladimir Poutine, il est l'interlocuteur privilégié d'Alexandar Vučić en Serbie, il est l'interlocuteur privilégié de Bidzina Ivanishvili en Géorgie. Il aime cette position parce qu'il juge que ses intérêts passent par cette position de médiateur, de celui qui parle à tout le monde.